La porte claqua derrière moi avec une violence qui résonna comme un coup de tonnerre dans la nuit pluvieuse de Paris. Ma mère, les yeux rougis par la rage et les larmes, hurla depuis le seuil, « Ne reviens jamais ici. Tu es une abomination. » J'avais 12 ans. Et en une soirée, mon monde s'était effondré parce que j'avais osé avouer mon amour pour une camarade de classe. Les rues sombres du quartier de Montmartre m'avalèrent, mon sac à dos trempé serré contre ma poitrine, tandis que le froid s'infiltrait dans mes os, me rappelant que je n'avais plus de foyer. Je marchais sans but. Les lumières des cafés et des boutiques fermées se brouillant à travers mes larmes. Comment en étais-je arrivé là? Tout avait commencé innocemment, avec des regards volés en cours de maths, des notes échangées en secret. Sophie, avec ses cheveux châtains et son sourire timide, avait été ma première confidente, ma première étincelle. Mais quand ma mère avait trouvé nos messages sur mon téléphone, l'enfer s'était déchaîné. C'est contre nature, avait-elle crié, invoquant la Bible et les traditions familiales. Mon père, silencieux comme toujours, n'avait pas levé le petit doigt pour me défendre. Et voilà, jeté dehors comme un déchet, sans un sou, sans un plan. L'école primaire où j'étudiais apparut au bout de la rue, ses grilles fermées pour la nuit. Je me faufilais par un trou dans la clôture que je connaissais bien, pour les escapades avec les copains. Le gymnase était désert, mais au moins il offrait un abri. Je m'allongeais sur un tapis de sol, tremblante, l'estomac noué par la faim et la peur. Que allais-je devenir? Demain? Les profs me trouveraient. Et alors? La police? Les services sociaux? L'idée de finir en foyer me terrifiait plus que la rue. Mais le sommeil m'emporta. Un sommeil agité peuplé de cauchemars où ma famille me reniait encore et encore. Le matin suivant, une voix douce me tira de mes rêves. Petite. Qu'est-ce que tu fais là? J'ouvris les yeux pour découvrir une femme en uniforme de police, agenouillée près de moi. Elle avait une quarantaine d'années, des cheveux noirs coupés courts, et un regard qui mélangeait autorité et compassion. Je m'appelle Capitaine Élise Moreau. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Sa voix était calme, presque maternelle. Et pour la première fois depuis des heures, je me sentis vue. Vraiment vue. Je balbutiai mon histoire, les mots se bousculant entre les sanglots. Elle écouta sans jugement, son expression se durcissant quand j'évoquai l'expulsion. Viens avec moi. On va arranger ça. Elle me tendit la main. Et je la saisis, ignorant que cette rencontre allait bouleverser ma vie bien plus que je ne l'imaginais. Élise m'emmena au commissariat du 18e arrondissement. Un bâtiment gris et impersonnel qui contrastait avec sa chaleur humaine. Là, elle me fit asseoir avec une tasse de chocolat chaud et appela les services sociaux. Mais au lieu de me laisser aux mains d'un bureaucrate anonyme, elle insista pour s'occuper personnellement de mon cas. Cet enfant a besoin de stabilité. Pas d'un système impersonnel, argumenta-t-elle avec son supérieur. Pendant que les formalités se déroulaient, elle me parla de sa propre jeunesse. Élevée dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne. La vie n'est pas toujours juste. Mais on peut la rendre meilleure, dit-elle. Je ne savais pas encore que derrière son uniforme se cachait une femme qui avait elle-même lutté contre ses propres démons intérieurs. Les jours suivants furent un tourbillon. Élise me plaça temporairement chez une collègue. Une femme seule qui accepta de m'héberger. Mais elle venait me voir tous les soirs, apportant des livres, des vêtements, et surtout, des conversations qui me faisaient me sentir normale. L'amour n'a pas de genre? Ma petite, murmura-t-elle un soir, alors que nous marchions dans le parc des Buttes-Chaumont. Ces mots étaient comme un baume sur mes blessures.
Pourtant, une petite voix en moi se demandait si elle comprenait vraiment, ou si c'était juste de la pitié. Ma famille, de son côté, refusait tout contact. Ma mère envoya un message laconique: « Tu es morte pour nous. » Le choc me frappa comme une lame. Mais Élise était là, me tenant la main. Au fil des semaines, une routine s'installa. Je retournai à l'école, sous la surveillance des services sociaux, et Élise devint une figure constante dans ma vie. Elle m'aidait avec mes devoirs, m'emmenait au musée, me racontait des histoires de ses enquêtes. Mais sous cette apparence de mentorat, quelque chose de plus profond se tissait. Je surprenais ses regards prolongés, sa façon de rougir quand je la complimentais. Était-ce possible? À 12 ans? Je n'osais pas y penser. Pourtant, la tension montait, invisible mais palpable. Un soir, alors qu'elle me bordait, un geste qui semblait anodin, nos mains se frôlèrent, et un courant électrique passa. Elle se retira vite, prétextant une urgence au travail. Mais je savais que le destin venait de planter une graine dangereuse. Les conflits intérieurs commençaient à bouillir. Pour Élise, en tant qu'officier de police respecté, s'impliquer émotionnellement avec une mineure était un tabou absolu. Elle luttait contre ses sentiments naissants, se rappelant ses propres années de déni. À 20 ans, elle avait aimé une femme en secret, mais la pression sociale l'avait forcée à épouser un homme. Un mariage qui s'était soldé par un divorce amer. Maintenant, face à moi, une version plus jeune d'elle-même, elle se débattait entre devoir et désir. De mon côté, la gratitude se muait en admiration, puis en quelque chose de plus confus. Était-ce de l'amour? Ou juste le besoin d'une figure protectrice? La société parisienne, avec ses airs progressistes, cachait encore des poches de conservatisme. À l'école, les rumeurs circulaient, la lesbienne qui s'est fait virer de chez elle. Les moqueries fusaient. Et je me renfermais. Élise, sentant ma détresse, organisa une rencontre avec un psychologue spécialisé en identité de genre. « Tu n'es pas seule, me dit-il. » Mais les séances ravivaient des souvenirs douloureux, me forçant à affronter le rejet familial. Ma mère, influencée par une église évangélique, voyait mon orientation comme un péché. Mon père, passif, suivait le courant. Leur silence pesait comme une condamnation. Un jour, Élise reçut un appel de ma famille. Ils voulaient me reprendre, mais à condition que je guérisse. Thérapie de conversion, murmura-t-elle avec dégoût. Elle refusa net, arguant que c'était illégal en France depuis peu. Mais cette menace raviva ses propres traumas. Dans la solitude de son appartement, elle pleurait, se demandant si elle faisait le bien ou si elle s'impliquait trop. Pour moi, c'était clair, Élise était mon salut. Mais le prix de cette dépendance émotionnelle commençait à se faire sentir. Les mois passèrent, et ma vie avec Élise prit une tournure plus intime, bien que toujours platonique. Elle obtint une garde temporaire, arguant devant le juge que mon retour chez mes parents serait préjudiciable. Cet enfant a été victime d'abus émotionnels, plaida-t-elle. Le tribunal, sensible aux arguments, accepta. Nous emménageâmes dans son petit appartement du quartier latin, un havre de paix rempli de livres et de souvenirs de voyage. Pour la première fois, je me sentais en sécurité, mais les ombres du passé planaient. À l'école, les choses s'amélioraient lentement. J'avais repris contact avec Sophie, qui m'envoyait des messages encourageants. « Je t'aime toujours », écrivait-elle. Mais la distance imposée par les circonstances rendait tout compliqué. Élise,
De son côté, veillait à ce que je reste concentrée sur mes études. L'éducation est la clé pour l'indépendance, disait-elle. Pourtant, ses propres luttes intérieures l'arrangeaient. Elle assistait à des réunions anonymes pour femmes lesbiennes, cherchant un équilibre entre son rôle de mentor et ses sentiments grandissants. Un soir, rentrant tard, elle me trouva en larmes devant une lettre de ma mère. « Reviens ? Et on oubliera tout si tu changes. » Élise la déchira. Furieuse. « Il ne te mérite pas. » La tension sociale s'intensifiait. Au commissariat, des collègues murmuraient sur son implication inhabituelle. Moreau et la gamine. C'est bizarre, chuchotait-il. Élise les ignorait. Mais le doute s'insinuait. Était-elle en train de franchir une ligne ? Pour moi. Maintenant 13 ans. Les émotions bouillonnaient. Je commençais à voir Élise non plus comme une sauveuse, mais comme une femme attirante, forte. Nos soirées cinéma se chargeaient d'une électricité subtile. Nos rires masquant des regards complices. Un jour, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, je glissai ma main dans la sienne. Elle la serra un instant, puis la retira. Pas comme ça, ma chérie. Son ton était ferme, mais ses yeux trahissaient le conflit. Les pressions familiales refirent surface. Mon oncle, un avocat conservateur, contacta Élise pour une médiation. La famille doit primer, insista-t-il. La rencontre eut lieu dans un café neutre, où il exposa les arguments, tradition, religion, normalité. Élise contre-attaqua avec des faits, les lois anti-discrimination, les études sur l'orientation sexuelle innée. Mais au fond d'elle, elle se questionnait. Était-elle en train d'imposer sa vision ? Pour moi, assise silencieuse, c'était une torture. Voir Élise défendre ma cause avec passion renforçait mes sentiments. À la fin, l'oncle partit bredouille. Mais pas sans lâcher, vous regretterez ça. Les motins haussés s'approfondissaient. Élise, en tant qu'officier, savait que toute relation inappropriée pourrait ruiner sa carrière. Elle consulta un thérapeute, avouant ses attirances. C'est comme si je me voyais en elle, confia-t-elle. Le thérapeute l'avertit, séparer le professionnel du personnel. Mais le cœur a ses raisons. De mon côté, je luttais contre la culpabilité. Étais-je en train de la manipuler ? La gratitude se muait en amour adolescent, confus et intense. Une nuit, incapable de dormir, je l'entendis pleurer dans sa chambre. Je toquai. Et elle m'ouvrit. Les yeux rougis. « Qu'est-ce qui ne va pas ? demandai-je. Elle hésita. Puis murmura, « Je ne veux pas te perdre. Mais je ne sais pas comment faire. » Les confrontations s'enchaînaient. À l'école, une bagarre éclata quand un garçon m'insulta. Élise vint me chercher. Furieuse contre le système éducatif. « Ils doivent protéger les enfants comme toi, gronda-t-elle. Mais en rentrant, elle s'effondra. « Je ne suis pas ta mère. Ni ta. » Rien. Les mots restèrent en suspens. Ce soir-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. De nos peurs. De nos rêves. Elle me raconta son premier amour. Une collègue de l'académie de police. Étouffée par la peur du scandale. J'ai choisi la sécurité. Et j'ai regretté. Ces confessions me rapprochaient d'elle, mais augmentaient le risque de trahison future. La société française, malgré ses avancées, imposait encore des normes rigides. Des articles dans les journaux locaux parlaient de cas similaires, enfants rejetés pour leur orientation. Élise s'engagea dans une association LGBT.
emmenant-moi à des meetings. Là, je rencontrais d'autres jeunes, partageant des histoires similaires. Cela m'aida à guérir, mais raviva chez Élise des souvenirs douloureux. Un soir, après une manifestation pour les droits, elle rentra ivre. Inhabituel pour elle. Pourquoi la vie est si cruelle, pleura-t-elle. Je la consolai. Nos corps proches pour la première fois. Le lendemain, elle s'excusa, érigeant des barrières plus hautes. Les choix moraux se précisaient. Élise reçut une promotion, mais avec une mutation possible à Lyon. Accepter signifiait m'abandonner aux services sociaux. Refuser, c'était sacrifier sa carrière pour moi. Je ne peux pas te laisser, décida-t-elle finalement. Mais ce choix la hantait. De mon côté, je commençais à explorer mon identité, lisant des livres sur le lesbianisme. Sophie réapparut, invitant à un rendez-vous secret. J'acceptai. Curieuse. Le baiser échangé fut doux, mais fade comparé à l'intensité avec Élise. La culpabilité me rongeait, étais-je en train de la trahir? Les dommages émotionnels s'accumulaient. Élise surprit un message de Sophie. Et pour la première fois, la jalousie flamba. Tu es trop jeune pour ça, gronda-t-elle. L'argument dégénéra en dispute, révélant nos sentiments refoulés. Je t'aime plus que je ne devrais, avoua-t-elle enfin. Les larmes aux yeux. Le choc me figea. Mais au lieu de joie, la peur surgit. Que signifiait cela pour nous? La nuit suivante, elle dormit sur le canapé, marquant une distance nécessaire mais douloureuse. Le point de non-retour approchait. Ma famille intenta une action en justice pour récupérer la garde, arguant que Élise exerçait une influence néfaste. Le tribunal fixa une audience, forçant chacun à affronter ses démons. Élise, terrifiée, envisagea de renoncer. Peut-être qu'ils ont raison, murmura-t-elle. Mais en me voyant brisée, elle se ressaisit. Non. On se bat. Ce serment scella notre alliance. Mais à quel prix? L'audience au tribunal de grande instance de Paris fut un champ de bataille émotionnel. Ma mère, vêtue d'un tailleur austère, témoigna la première. Ma fille a été corrompue par cette femme. Ces mots me transpercèrent comme des dagues. Élise, à mes côtés, serra ma main sous la table. Son avocat contre-attaqua, présentant des rapports psychologiques attestant de mon bien-être chez elle. Madame Moreau offre un environnement stable et aimant, argumenta-t-il. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écouta attentivement. Mais ces questions pointues révélaient les enjeux moraux. N'y a-t-il pas un conflit d'intérêts ici? Élise répondit calmement, masquant sa tourmente intérieure. À la sortie, les médias s'emparèrent de l'affaire. Une officier de police sauve une ado lesbienne rejetée, titraient les journaux. La publicité inattendue amplifia les pressions sociales. Des soutiens affluaient via les réseaux, mais aussi des haineux, lettres anonymes, appels menaçants. Élise renforça la sécurité, mais le stress la minait. Je ne regrette rien, me dit-elle. Mais ces nuits blanches disaient le contraire. Pour moi, maintenant 14 ans, c'était une leçon brutale sur les préjugés. À l'école, certains m'évitaient, d'autres m'admiraient. Sophie, effrayée par le scandale, s'éloigna. C'est trop pour moi, écrivit-elle. La perte me blessa, mais renforça mon attachement à Élise. Les conflits intérieurs culminaient. Élise, hantée par l'éthique professionnelle, consulta son supérieur. Je dois me retirer, avoua-t-elle. Il la dissuada,
tu es son ancre. Mais au fond, elle savait que ses sentiments franchissaient les limites. Un soir, seule, elle écrivit une lettre de démission, la déchirant ensuite. Pour toi, je reste. De mon côté, la maturité forcée me poussait à questionner, aimais-je Élise comme une mère? Ou comme une amante? Les rêves érotiques, bien que chastes, me perturbaient. La société imposait des normes, l'amour entre âges disparates était tabou. Surtout dans un contexte LGBT. Les trahisons surgirent. Mon père, jusque-là silencieux, contacta Élise en secret. Ramenez-la, et on arrangera tout. Élise refusa. Mais le doute s'insinua. Et si je regrettais plus tard? Elle me confronta. Veux-tu vraiment rester? Ma réponse affirmative la soulagea. Mais la fracture familiale s'élargit. Ma mère, influencée par des groupes conservateurs, lança une campagne en ligne contre Élise, l'accusant d'abus d'autorité. Les allégations, bien que fausses, ternirent sa réputation. Au commissariat, les collègues se distancèrent. C'est risqué. Moreau, murmura l'un. Les sacrifices s'accumulaient. Élise refusa une mission prestigieuse pour rester à Paris. Ma carrière passe après toi. Mais le prix était élevé, isolement. Burnou. Je tentais de l'aider. Cuisinant. Rangeant. Mais mes efforts semblaient futiles. Une nuit. Une crise d'angoisse la frappa. Je suis en train de tout perdre, sanglota-t-elle. Je la serrai dans mes bras. Nos cœurs battant à l'unisson. Ce moment d'intimité, innocent mais chargé, marqua un tournant. On est ensemble, murmurai-je. Les réveils étaient douloureux. Des manifestations anti-LGBT à Paris rappelèrent les dangers. Élise m'emmena à une contre-manifestation, où nous scandâmes pour l'égalité. Là, je rencontrai d'autres survivantes. Leurs histoires miroirs des miennes. Cela m'empora, mais raviva chez Élise des traumas. J'ai caché qui j'étais pendant si longtemps, confia-t-elle. Son coming out tardif, à 30 ans, avait coûté cher, amis perdus, famille distante. Maintenant, en me protégeant, elle revivait tout. Les choix controversés s'imposaient. Élise décida d'officialiser mon adoption, malgré les obstacles. Tu seras ma fille légalement. Mais au fond, nos sentiments compliquaient tout. Le psychologue avertit, attention à la confusion des rôles. Ignorant les conseils, nous avançâmes. Ma famille contre-attaqua avec une plainte pour enlèvement moral. Le scandale explosa, attirant l'attention nationale. Élise, sous le feu des projecteurs, craqua lors d'une interview, l'amour n'est pas un crime. Ces mots, ambigus, alimentèrent les rumeurs. Les blessures s'approfondissaient. Je commençais à ressentir la pression, étais-je responsable de sa chute? Une dispute éclata quand je suggérai de retourner chez mes parents pour la soulager. Jamais, hurla-t-elle. Mais ses yeux trahissaient la peur de l'abandon. De mon côté, l'adolescence apportait ses tempêtes, rébellion, doute. Je sortis en cachette avec une nouvelle amie, une lesbienne affirmée. Le baiser volé fut une trahison mineure, mais la culpabilité me dévora. Élise le découvrit. Et pour la première fois, la jalousie pure surgit. Tu me brises le cœur. Les confrontations familiales culminèrent. Une réunion forcée par le juge réunit tout le monde. Ma mère pleura, reviens. On t'aidera à guérir. Élise intervint, guérir de quoi? D'être elle-même?
Le débat tourna au vinaigre, révélant des vérités amères. Mon père avoua son regret, j'aurais dû te défendre. Mais c'était trop tard. Je choisis Élise. Scellant la rupture définitive. Le prix, une famille perdue à jamais. Le climax approchait. Élise reçut une suspension temporaire pour un conflit d'intérêts. Dévastée. Elle envisagea de tout abandonner. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Mais en me voyant déterminée, elle se reprit. On affronte ensemble. Ce serment, bien que réconfortant, masquait les fissures grandissantes. La suspension d'Élise marqua le début d'une descente aux enfers. Sans travail, elle sombra dans la dépression, passant des jours au lit. J'ai tout sacrifié pour rien, murmurait-elle. Je m'occupais d'elle, inversant les rôles. Mais mon cœur se brisait. À 15 ans, je gérais l'école, les courses et ses humeurs. Les amis rares nous soutenaient, mais la solitude pesait. La société, impitoyable, continuait ses assauts, pétitions en ligne contre elle. Harcèlement. Un soir, des vandales taguèrent perverses sur notre porte. Élise, furieuse, appela ses anciens collègues, mais ils restèrent distants. Les conflits moraux atteignirent leur paroxysme. Élise, face à son miroir, se questionnait, avait-elle abusé de sa position? Ses sentiments pour moi, maintenant clairs, la torturaient. Je t'aime comme une femme. Pas comme une fille, avoua-t-elle enfin lors d'une nuit orageuse. Le choc me traversa, joie mêlée à terreur. À mon âge, c'était illégal, immoral. On attendra, dis-je. Mais les mots sonnaient faux. La tentation grandissait. Nos regards se prolongeant. Nos touches accidentelles électrisantes. Mais la raison l'emportait, elle érigea des barrières. Dormant ailleurs parfois. Les trahisons s'enchaînèrent. Une collègue, jalouse de sa carrière passée, témoigna contre elle dans l'enquête interne. Moreau a franchi les lignes. Élise, blessée, confronta l'ami, pourquoi? La réponse, tu as tout eu trop facilement. La perte de confiance la brisa. De mon côté, la pression scolaire montait. Des examens approchaient. Mais mes pensées étaient ailleurs. Une nouvelle amie, Marie, m'attira, rebelle, affirmée. Nous flirtâmes. Et un baiser scella une brève liaison. Quand Élise la prit, la rage explosa. Tu me trompes avec une gamine, hurla-t-elle. La dispute révéla nos hypocrisies, elle. Amoureuse d'une mineure, moi. Cherchant ailleurs ce qu'elle ne pouvait donner. Les sacrifices culminèrent. Élise vendit des biens pour payer les avocats, risquant la pauvreté. Pour nous, dit-elle. Mais le « nous » était ambigu. Ma famille, de son côté, offrit une trêve, reviens. Et on retire la plainte. Tentée par la paix. Je considérai l'offre. Élise, sentant mon hésitation, pleura, ne me laisse pas. Son vulnérabilité me retint. Mais le coût émotionnel était immense. Des nuits d'insomnie. Des crises de larmes. Le psychologue avertit, cette relation est toxique. Ignorant. Nous persistâmes. Les réveils survenaient lentement. Lors d'une thérapie commune, des vérités émergèrent. Élise admit, je t'ai sauvé pour me sauver moi-même. Moi, je t'aime. Mais j'ai peur. La séance marqua un tournant, nous décidâmes de séparer nos vies émotionnellement. Amis. Rien de plus, jura-t-elle.
Mais le cœur résistait. À l'extérieur, la société évoluait, loi renforcée pour les droits LGBT. Soutien public. Élise reprit espoir, postulant pour un retour au travail. Les choix controversés s'imposèrent. Je décidai de contacter ma mère, cherchant une réconciliation. La rencontre fut tendue, je ne changerai pas, affirmai-je. Elle pleura, je t'aime. Mais. Mais c'est là l'échec. Élise. Apprenant cela, me soutint, tu as essayé. Mais au fond, elle craignait que je parte. Une offre d'études à Bordeaux surgit, bourse complète. Accepter signifiait l'indépendance. Mais abandonner Élise. Vas-y, encouragea-t-elle, masquant sa douleur. Les blessures s'infectaient. Élise replongea dans l'alcool. Un vice passé. Je la trouvai ivre un soir, sans toi. Je suis rien. La scène me terrifia, étais-je sa sauveuse maintenant? Je l'aidai à se reprendre. Mais les rôles inversés pesaient. La société, avec ses jugements, amplifiait tout, articles accusateurs. Amis fuyants. Un jour, un ancien amour d'Élise réapparut, une femme stable, offrant une issue. Pense à toi, lui dis-je. Jalouse mais altruiste. Elle refusa, c'est toi que je veux. Les confrontations finales approchaient. L'enquête interne blanchit Élise. Mais avec un avertissement. Soulagée. Elle reprit le travail. Mais changée, plus distante. On doit grandir séparément. Ces mots me blessèrent. Mais je compris. À 16 ans, je commençais à explorer le monde, club LGBT. Amis nouveaux. Marie revint, offrant une relation saine. J'acceptai, trahissant Élise implicitement. Quand elle l'apprit, la douleur fut palpable, je suis heureuse pour toi. Mais ses yeux disaient le contraire. Les dommages étaient irréversibles. Élise déménagea dans un appartement plus petit, symbolisant la séparation. Pour ton bien, expliqua-t-elle. Les adieux furent déchirants, embrassades, larmes. Tu m'as sauvé, murmurai-je. Et toi moi, répondit-elle. Mais le prix payé, carrière brisée? Cœur meurtri, questionnait tout. Était-ce valable? Le climax émotionnel surgit lors d'une dernière rencontre. Élise avoua, j'aurais dû te laisser partir plus tôt. Moi, non. Tu m'as donné la force. Mais au fond, les regrets rongeaient. Les années suivantes furent un chemin de guérison tortueux. À 17 ans, je m'installai à Bordeaux pour mes études en littérature, laissant Paris et Élise derrière. Nos contacts se raréfièrent, appels sporadiques, messages laconiques. Elle reprit sa carrière, promue capitaine, mais les cicatrices restaient. Je vais bien, disait-elle, mais sa voix trahissait la solitude. De mon côté, ma relation avec Marie s'épanouit, offrant une normalité que je n'avais jamais connue. Pourtant, Élise hantait mes pensées, mentor, amour interdit, sauveuse. Les réflexions sur les conflits passés m'obsédaient. La société française avait progressé, mariage pour tous renforcé, éducation inclusive. Mais les préjugés persistaient dans les familles, les écoles. J'écrivis un essai sur mon expérience, publié anonymement, suscitant débat. Élise le lut, fière de toi. Ces mots réchauffèrent mon cœur, mais ravivèrent la douleur. Avions-nous fait les bons choix? Le rejet familial m'avait endurci. Mais à quel prix? Ma mère, vieillie, tenta un contact, je regrette. Je répondis poliment. Mais le fossé était trop large.
Les réveils collectifs survenaient. Élise s'engagea plus dans l'activisme LGBT, fondant un groupe de soutien pour jeunes rejetés. Pour que d'autres n'endurent pas ça, expliqua-t-elle. Je la rejoignis lors d'un événement à Paris. Nos retrouvailles chargées. Tu as grandi, murmura-t-elle, les yeux brillants. À 20 ans, j'étais une femme affirmée, mais vulnérable. Nous parlâmes des erreurs, sa dépendance émotionnelle, ma confusion. On s'est sauvés mutuellement, conclus-je. Les dommages persistants se manifestaient. Élise, maintenant cinquantaine, luttait contre la dépression récurrente. Le système m'a brisé, confia-t-elle. Moi. Des cauchemars me réveillaient, l'expulsion. La rue. Mais la force acquise l'emportait. Marie me soutenait, ton passé te rend unique. Pourtant, une partie de moi regrettait l'intensité avec Élise. Était-ce de l'amour vrai? Ou un transfert? Les psychologues diraient trauma bonding. Les choix finaux s'imposèrent. Élise rencontra une partenaire stable. Une enseignante. Elle me comprend, dit-elle. La jalousie fugace céda à la joie, mérite-le. De mon côté, je brisais avec Marie, cherchant l'indépendance. Je dois me trouver seule. Bordeaux devint mon sanctuaire? Études et amis comblant le vide. Mais lors d'une visite à Paris, je revis ma famille. Mon père, malade, implora le pardon. J'étais faible. Je pardonnai, mais pas oubli. Ma mère resta distante, Dieu jugera. Les leçons apprises étaient amères. La pression sociale avait failli nous détruire, mais aussi forger notre résilience. Élise, promue, USA de son influence pour changer les protocoles policiers sur les mineurs LGBT. Ton histoire compte. Moi. Je devins activiste, parlant dans des conférences. Nos chemins convergeaient sporadiquement, rappelant le lien indéfectible. Le point culminant fut une lettre d'Élise, merci d'avoir illuminé ma vie. Les larmes coulèrent, clôturant un chapitre. Mais les questions restaient, avions-nous payé trop cher pour notre liberté? La société évoluait. Mais lentement. Des cas similaires surgissaient, rappelant notre lutte. À 25 ans, mariée à une femme aimante, je repensais à tout. Élise, retraitée, vivait paisiblement. Nos appels étaient chaleureux, sans regrets apparents. Pourtant, au fond, les ombres persistaient. La vie continuait, avec ses joies et ses peines. Mais une interrogation hantait, le rejet familial justifie-t-il tous les sacrifices? Est-il juste de prioriser son identité au détriment des liens du sang? Ou la famille devrait-elle toujours primer malgré les préjugés?